m'as dit, voulez-vous? J'ai dit oui, presque Bobby, Bobby. Qu'est-ce que c'est que cette vieillerie? C'est une chanson de Germaine Tillon. Elle l'a écrite à Ravensbrück avec ses côtés nus. C'est une façon de résister. Le concours national de la résistance et de la déportation nous invite à réfléchir au sujet « Résister à la déportation ». Dans cette émission des élèves du collège Clochassin, nous avons voulu, à travers l'évocation de ces actes de résistance, rendre hommage à tous ceux et à toutes celles célèbres ou anonymes qui courageusement se dressent contre la barbarie nazie, mais dont la seule espérance était la promesse d'une victoire à venir. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. J'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Déclaration en vue de l'application du statut des Juifs du 3 octobre 1940. Nom du titulaire. Strauss. Prénom. Henri. Date et lieu de naissance. 20 juin 1885, Sarrebourg. Domicile. Périgueux. Votre grand-père paternel est-il de race juive? Oui. Votre grand-mère note manuscrite dans la marge. Et ils étaient aussi de bons Français et de braves gens. Leurs petits-enfants ont servi ou sont morts au champ d'honneur. Fait à Périgueux le 3 mars 1941. Note manuscrite en bas de page. Ma liberté m'oblige à ajouter que j'ai servi la France dans la guerre et dans la paix, que comme citoyen, comme fils, comme mari, comme père, ma vie peut être donnée en exemple, et que j'ai contribué au bon renom de la France dans le monde. Je peux fournir la preuve des sacrifices que j'ai faits pour la France. Henri Strauss. Résister à la déportation, c'est prendre des prises de position publiques. Le rapport Radziński du gouvernement polonais en exil décrit le génocide en cours et trouve un écho en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en URSS. Une déclaration interalliée reprenant largement le contenu de ce rapport est élue devant le Parlement de Londres le 17 décembre 1942. Périgueux, le 19 septembre 1942. Le commissaire spécial à monsieur le commissaire principal de Périgueux. J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une lettre de Monseigneur l'archevêque de Toulouse sur la personne humaine. Cet acte de propagande, qui est une protestation contre les récentes arrestations de juifs, est le seul qui m'ait été signalé. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse. Lu sans commentaire, le 23 août 1942. Des femmes et des hommes contre la déportation. Mon premier pas dans la résistance, j'étais encore élève au lycée. Ralph Finkler, résistant. Alors ça a démarré en fait avec un ami qui était de Strasbourg, qui s'appelait Willy Ibram, et qui était déjà donc résistant et qui était à l'organisation MNCR. Appel à la population périgourdine, mouvement national contre le racisme. MNCR, c'était Mouvement national contre le racisme. Des atrocités allemandes ont de nouveau été commises dans notre ville. Des familles entières ont été déportées. Leur seul crime était d'être juifs, vieillards, femmes, enfants. Rien n'a été épargné par la on a donc été coopté comme dirigeant du MNCR, puisqu'en fait il fallait monter ça sur Périgueux, tout en étant lycéen. Français, l'indifférence et l'inconscience devant de pareils actes seraient criminels. Français, unissons-nous pour aider nos frères juifs. Et alors, Ali Steinberg et moi, on a ajouté un troisième larron qui s'appelait Smolarski et qui était des lycéens également dans la même classe que Lichtenberg. Et on a donc formé tous les trois le trio de direction du futur réseau MNCR. La libération est proche, mais un dernier effort est exigé de tous pour réaliser cette union française devant laquelle se brisera la furie hitlérienne. Votre famille vient de Pologne. Quel est son parcours jusqu'à son arrivée à Périgueux en 1934? Betty Vieder. Alors le parcours, ils ont fait Varsovie, Paris. Ils sont installés à Paris et ils sont arrivés à Périgueux un an après. Vous aviez conscience d'être juif? Est-ce que c'était une part importante de votre identité? Ah oui. Ou pas tellement? Ah si. Juif et communiste. Mais ma mère était religieuse. On allumait les bougies de Shabbat chez nous. Comment réagissez-vous à la politique antisémite du régime de Vichy? Oui, ma famille était terriblement horrifiée. Mon père est venu en France, pays des droits de l'homme. Il a dit, il n'y a qu'en France, on sera bien. Et il a été bien trahi. Après l'arrestation de votre père, quelles étaient vos conditions d'existence?
Comment étiez-vous parvenu à éviter l'arrestation? Papa a été arrêté, on a été obligé de vivre sans papa. Et heureusement, comme j'ai expliqué, il y avait un chef de cabinet de la préfecture qui est venu nous prévenir qu'on allait être arrêté. Donc il nous a assignés à résidence, à Négrande, où là on a été cachés et on a été sauvés. Les Allemands entrent dans le village pour y chercher des Juifs. On leur apprend la présence des 6 membres de la famille Weismarck-Techner. Informés à temps de leur arrestation imminente, Louis et Marie Basbaillon, aidés par Marie-Louise, leur fille de 23 ans, viennent alors au secours des réfugiés. Les Basbaillon, qui habitent Négronde, ne connaissent pas cette famille, mais font partie de la résistance. Louis va chercher les réfugiés et les cache dans leur maison de Négronde. Puis, durant quelques mois de l'hiver, dans une cabane au fond des bois, leur portant de nuit de la nourriture et le nécessaire pour survivre. Le danger devenant trop grand à Négronde, Madame Weismarck décide de quitter sa cachette avec ses 2 enfants pour tenter de rejoindre son frère près de Toulouse. C'est Louis Basbaillon qui les emmène à la gare de Thiviers avec sa carriole et c'est encore lui qui prend les billets avec sa carte d'identité. Elles réussissent à monter dans le train et arrivent saines et sauves à destination. À part la famille Basbaillon, avez-vous reçu d'autres aides ou soutiens? Ah oui, beaucoup. Et je ne l'ai malheureusement pas retrouvé. Je vous ai dit, donc, il y a ce brave Père Noël qui nous a aidés. Il y avait ce monsieur qui avait les vélos-taxis. Il y a eu 1 ou 2 personnes à Montesquieu-Volvestre. Mais malheureusement, je ne les ai pas retrouvés pour leur faire donner la médaille des Justes. Est-ce que l'aide et le sauvetage des Juifs ont été importants en Dordogne? Bernard Reviriego, historien. Oui, je pense qu'on peut répondre oui. C'est une réponse qui est compliquée parce qu'elle est compliquée à mettre en évidence. C'est-à-dire que l'histoire, elle est écrite avec des documents d'archives. Or, la sauvegarde des Juifs, ça fait partie des choses qui ont été possibles uniquement parce qu'elles se sont faites dans le secret, ou dans la clandestinité, ou dans l'humilité et la simplicité des gens qui ont posé les actes et qui ont fait ces choix-là. C'est toujours une question de choix. Comment se passe la procédure pour donner le titre de juste parmi les nations? Alors, il faut que ce soit la personne qui a été cachée, comme moi, qui demande à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est l'institut qui délivre la médaille des Justes à Jérusalem. On certifie. Alors, à l'époque, il fallait qu'un témoin qui dise que c'était vrai qu'on a été caché là. Maintenant, il en faut 4. C'est pas facile. Alors là, justement, la médaille des Justes que je demande pour M. Pujarini. Alors, j'ai fait la demande, là, il y a 2 mois à peine. Dans mon ouvrage, j'ai essentiellement parlé des choses que j'avais pu faire sortir des archives écrites. Mais tout ça, ça ressort du témoignage oral. Et c'est-à-dire qu'on retombe sur la question des Justes. Les Justes sont restés très longtemps méconnus, et à savoir que beaucoup de Justes n'ont pas eu la décoration ou la médaille des Justes, parce que ce qu'ils ont fait n'est pas connu. Je serais bien arrivée jusqu'à la médaille des Justes pour M. Pujarini. Je serais tellement heureuse, je serais la plus heureuse du monde. En Dordogne, on compte une centaine de Justes et 29 à Périgueux. Des hommes et des femmes se sont soulevés, choqués par les exactions dont ils étaient témoins. En France, tout particulièrement, les Justes furent nombreux à participer au sauvetage des 3/4 de la population juive. Certains ont péri de leur vie. Certes, dans la détermination des Juifs en France et en Europe, sans l'action des réseaux de la résistance juive, rien n'aurait été possible. Mais sans l'aide des Justes qui ont fourni des caches, des faux papiers, de la nourriture et permis le passage des frontières, le sauvetage n'aurait pas pu être mis en œuvre à la même échelle. Avez-vous trouvé parmi les fusillés et les morts au combat en Dordogne des gens tués pour s'être opposés à la déportation et pour avoir aidé des déportés? Pour répondre à la question telle qu'elle est posée, je pense à une personne qui s'appelait Bousquet, qui a été tué 1er avril 1944 à Saint-Ors, lorsque la division Bremer est passée dans la région et dans le village. Et il a été tué avec beaucoup d'autres juifs, et lui qui ne l'était pas, mais uniquement parce qu'il avait hébergé des juifs chez lui. Et non seulement il a été tué, mais ils ont aussi brûlé sa maison. D'autres cas similaires, je n'en connais pas. Ça veut dire aussi que les gens, lorsqu'ils aidaient, ne se posaient pas forcément la question de savoir ce qu'ils risquaient. On le faisait parce qu'il fallait le faire. Résister à la déportation, c'est se soulever, combattre et sauver sa dignité humaine. L'appel d'Abba Kovner. 1941, les nazis envahissent la Lituanie et bâtissent le ghetto de Vilnius. Kovner et certains de ses amis réussissent à s'en échapper et se réfugièrent dans un couvent de dominicains dans la banlieue de Vilnius. Il retourna plus tard dans le ghetto et fut témoin du massacre de milliers de juifs de Ponary. Il convainc qu'une révolte était possible,
et s'attela à former un groupe de combattants juifs, la Vereinigte Partisaner Organizei, et lance un appel le 31 décembre 1941. Sur 80 000 juifs de Lituanie, seulement 20 000 restent vivants. Devant vos yeux, nos parents, nos frères et nos sœurs nous sont arrachés. Où sont les centaines d'hommes qui ont été arrachés par les ravisseurs lituaniens? Où sont ces femmes, nues, qui ont été emmenées en pleine nuit? Où sont ces juifs? Et où sont nos frères du second ghetto? Toute personne qui est emmenée par les portes du ghetto ne reviendra jamais. Toutes les routes du ghetto conduisent à Ponari, et Ponari signifie la mort. Ne nous laissons pas mener comme des moutons à l'abattoir. Il est vrai que nous sommes faibles et sans défense, mais la seule réponse au meurtre est la révolte. Frères, mieux vaut tomber en combattant libre que survivre à la merci des meurtriers. Résistez, résistez jusqu'au dernier souffle. Le 18 janvier 1943, la résistance juive déclenche l'insurrection du ghetto de Varsovie. Avec un armement dérisoire, un courage sans faille, 900 insurgés conduits par Mordechai Anilevitch tient en échec 2000 SS lourdement armés. Nous voulons continuer à vivre et rester un peu plus libres et créateurs. Le 16 février, Himmler ordonna la destruction du ghetto. 2 mois plus tard, le général Jürgen Stroop arriva de Grèce pour commander l'opération. À l'aube du 19 avril, les Allemands cernèrent le ghetto. L'organisation de combat juive proclama l'état d'alerte. À 6 heures, les SS entrèrent. À l'étonnement des Allemands, leur premier assaut se heurta au barrage d'un tir d'armes portatives, de grenades et de bombes bricolées, tellement primitives qu'il fallait une allumette pour y mettre le feu. Après les 2 premières semaines, Stroop constata qu'il lui était de plus en plus difficile de capturer son contingent de juifs. Il en venait à leur accorder un respect hargnu. Sans cesse, des groupes de bataille composés de 20 à 30 juifs, âgés de 18 à 25 ans, et qu'accompagnaient un nombre égal de femmes, venaient relever le flambeau de la résistance. Les membres de ces formations avaient ordre de tenir jusqu'au bout, sans esprit de recul, et de se suicider si nécessaire pour éviter d'être arrêtés. Les femmes, soldats, impressionnèrent Stroop davantage encore. Elles tiraient souvent, dit-il, avec un pistolet dans chaque main. La vie dans les égouts, où de nombreux juifs avaient leur cachette, devenait difficile. Peu à peu, les blockhaus furent dégagés et détruits l'un après l'autre par les sapeurs de la Wehrmacht, qui employaient des bombes fumigènes et des explosifs. Le 8 mai, les Allemands cernèrent le local clandestin de l'état-major général juif, au 18 de la rue Mila, et l'attaquèrent à la grenade. Mordechai Anielewitsch périt dans l'affaire avec 80 de ses camarades. Le soulèvement avait perdu son âme. Comme jadis à Masada, les derniers défenseurs préfèrent se donner la mort plutôt que d'être fusillés. Toute résistance organisée se termina le 16 mai à 20h15, avec la démolition de la synagogue. Une poignée de survivants réussirent à s'enfuir et à rejoindre les partisans polonais. Résister à la déportation, c'est résister par la culture pour survivre en restant humain. Charlotte Delbo a écrit « Une réplique de Molière était une victoire d'une journée à Auschwitz ». Elle témoigne à plusieurs reprises de petits gestes qui aident à survivre. Oh, Sally, tu as pensé à ce que je t'ai demandé? Sally court sur la Lagestrasse. À sa mise, on voit qu'elle travaille aux effects. C'est le commando qui trie, inventorie, range tout ce que contiennent les bagages des Juifs. Les bagages que les arrivants laissent sur le quai. Celles qui travaillent aux effects ont de tout. Oui, ma chérie, j'y ai pensé. Mais il n'y en a pas en ce moment. Il n'est pas arrivé de convoi depuis 8 jours. On en attend à cette nuit, de Hongrie. Il était temps, nous n'avions plus rien. Au revoir, à demain, j'aurai ton savon. René Chouet, résistant. Quand on voyait un camarade qui était plus faible que les autres, eh bien, on mettait une cuillère de soupe à supplément pour lui. Ou bien un petit morceau de pain. Et c'était compris comme résistance par les Allemands parce que ça permettait à un gars qui était presque mourant de survivre. Pour résister, là, il fallait être en bonne santé. Et puis ne pas être seul. C'est-à-dire avoir des camarades, ne pas s'isoler parce que moi j'en ai vu des camarades qui s'étaient isolés et n'ont pas tenu longtemps. Hein. Tu es française? Oui. Moi aussi. Elle n'a pas d'F sur la poitrine. Une étoile. D'où? Paris. Il y a longtemps que tu es ici? 5 semaines. Moi, 16 jours. C'est beaucoup déjà, je sais. 5 semaines? Comment est-ce possible? Tu vois. Et tu crois qu'on peut tenir? Elle m'en dit. Il faut essayer. Vous pouvez espérer, mais nous? Elle montre ma jaquette rayée et elle montre son manteau. Un manteau trop grand tellement. Trop sale tellement. Trop en loques tellement. Oh, nos chances sont égales, va. Pour nous, il n'y a pas d'espoir. Et sa main fait un geste, et son geste évoque la fumée qui monte. Il faut lutter de tout son courage. Pourquoi lutter puisque nous devons toutes? Le geste de sa main achève. La fumée qui monte. Non, il faut lutter.
Comment espérer sortir d'ici? Comment quelqu'un sortira-t-il jamais d'ici? Il vaudrait mieux se jeter dans les barbelés tout de suite. Que lui dire? Elle est petite, chétive, et je n'ai pas le pouvoir de me persuader moi-même. Tous les arguments sont insensés. Je lutte contre ma raison. On lutte contre toute raison. La cheminée fume, le ciel est bas, la fumée traîne sur le camp et pèse et nous enveloppe, et c'est l'odeur de la chair qui brûle. Résister à la déportation, c'est témoigner. Extrait du rapport Karski, 1942. Envoyé de la résistance polonaise à Londres, entre clandestinement dans le ghetto de Varsovie, à la demande de 2 résistants sionistes, afin qu'il dise ce qu'il a vu au péril de sa propre vie. Les persécutions à Varsovie ont commencé le 21 juillet 1942, lorsque des voitures de police allemandes ont soudainement pénétré dans les ghettos. Le quota quotidien de personnes à réinstaller a été fixé à 6 000, et des membres du conseil municipal juif ont été condamnés à exécuter cet ordre sous peine de mort. Les juifs, une fois capturés, sont conduits sur une place. Les personnes âgées et les estropiés sont ensuite mis à part, emmenés au cimetière et abattus. Les survivants sont envoyés dans des camps spéciaux à Treblinka, Belzec et Sobibor. Une fois sur place, les prétendus colons sont assassinés en masse. Il ira jusqu'à Majdanek pour voir ce que personne ne voulait croire ou n'avait voulu croire. Il n'a plus qu'une obsession, rejoindre le président américain Roosevelt, l'homme le plus puissant, mais en vain. Résister à la déportation, c'est refuser le fatalisme et la soumission qui en découlent. Ne pas hésiter à mettre en danger sa propre existence, pourtant non menacée, en sauvant autrui. Est-ce que votre travail d'archiviste et d'historien peut être considéré comme une forme de résistance? Quand j'étais allé voir Serge Klarsfeld, quand je suis rentré chez lui, alors beaucoup de livres, beaucoup de dossiers, puis dans un coin de la pièce, il y avait une grande banderole, il y avait marqué « Militant de la mémoire ». Et ça me plaît. C'est-à-dire qu'il y a le travail historique, et puis ensuite, il y a ce qu'on en fait. Parce qu'il y a l'histoire, mais il y a la mémoire. Et puis il y a la mémoire individuelle, mais il y a aussi ce à quoi je m'attache, c'est la mémoire collective. C'est-à-dire pourquoi un événement n'est pas reconnu. Certains événements sont reconnus et d'autres non. Moi, je revendique, chaque fois qu'il y a une histoire qui n'est pas écrite, je revendique qu'elle soit écrite et qu'elle soit dite. Parce que dans la reconnaissance de cette histoire, aussi, il y a une dimension de justice. La mémoire est terrible. Se souvenir d'une chose, c'est terrible, mais l'oubli est encore plus terrible que cette mémoire-là.